Allez, on va passer rapidement sur les cryptos. J'en ai parlé la semaine dernière. Je vous ai proposé ma stratégie, enfin que moi je mettais en place pour moi, de une sorte de DCA, mais je le fais pas à des dates données. Je vais essayer plutôt de le faire sur des niveaux donnés. J'avais sur le Bitcoin, j'avais pris une première toute petite position à 77 000. J'ai renforcé un peu plus à 70 000 et maintenant en fait j'ai mis 6 ordres à 55, 52, 50, 48, 45, éventuellement 40 si on va se faire une belle mèche par ici. On sait jamais, tout est possible. Voilà. Comment j'ai identifié ces niveaux? Alors, c'est bien évidemment le niveau de 55. Je vous en parlais déjà depuis un moment. Pour moi, c'était le dernier rempart. J'ai ouvert mon esprit. J'ai regardé quelqu'un que j'aime beaucoup sur les cryptos. À mon avis, c'est le meilleur en langue française. Donc, vous trouvez des liens sur ma chaîne. Donc, sur les cryptos, moi, je regarde Vincent Gann. Voilà. Je vous laisse voir son analyse. Il a à peu près les mêmes niveaux. De toute façon, en analyse technique, on a tous plus ou moins les mêmes niveaux, sauf que lui, il utilise des outils que moi, je ne maîtrise pas, que je n'utilise pas, et qui sont très intéressants et qui, finalement, vont toutes vers ce point des 50 000, grosso modo. Enfin, après, c'est des zones, hein. Mais selon les modes de calcul, on peut même aller toucher éventuellement jusqu'à 40 000. C'est pour ça que j'ai aussi mis un ordre. Alors, ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque fois, ce n'est pas le même nombre de Bitcoin. Enfin, moi, j'utilise de l'ETF, mais c'est pareil. C'est le même montant, grosso modo. Donc, j'augmente le nombre à chaque fois pour avoir le même montant. Donc, à chaque fois que j'en achète toujours un petit peu plus, vu que c'est moins cher. Donc, voilà le principe que moi, je vais mettre en place dans les prochaines semaines et les prochains mois, jusqu'à nouvel ordre. C'est-à-dire, tant qu'on n'a pas de signal de changement de tendance et qu'on reste dans une correction, bah, je vais essayer d'accumuler à la baisse pour être bien positionné pour ce qu'on espère être un prochain bull run dans les 2-3 prochaines années. Donc je fais ça sur BTC, je fais ça sur trois autres, je fais ça sur Ethereum. Donc c'est exactement le même principe. J'ai fixé comme ça avec dans les mêmes proportions que sur BTC. J'ai fait une règle de 3. J'ai fixé ces objectifs-là et ensuite je les ai appliqués en pourcentage de baisse à l'Ether. Donc ça me fait aller jusqu'à 1200 à peu près sur l'Ether, toujours en dollars, pas en euros. Sur XRP, là je l'ai pas noté, mais pareil, 6 ordres, ça me fait aller à peu près jusqu'à 0,75. Et Solana, pareil. Alors c'est peut-être un peu plus risqué Solana parce que c'est plus volatile, mais tant pis, je prends le risque. Donc ça fait à peu près aller vers 50. Et voilà, je serai positionné sur ces quatre cryptos à peu près équipondérés, donc à peu près le même montant d'achat pour les quatre. Et ensuite on verra déjà si on arrive à avoir un bon prix d'entrée une fois que j'ai les montants que je souhaite. Là, je pourrais regarder éventuellement à avoir des stratégies sur options en face de ces lignes ici d'ETF. Donc, si vous tradez directement les cryptos, il n'y a pas d'option, mais il y a des futurs éventuellement. Mais bon, c'est une couverture qui est différente parce que vous pouvez pas, enfin, vous pouvez vous mettre juste en face pour annuler, pour neutraliser, on va dire, les mouvements, mais vous pouvez pas gagner sur les primes, comme c'est le cas avec les options. Donc c'est aussi le petit avantage d'acheter des ETF plutôt que des cryptos, c'est qu'on peut jouer sur les options. Voilà, donc j'en parlerai pas plus. C'est pour moi une phase d'accumulation qui peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois. Je vous invite vraiment à regarder la dernière ou l'avant-dernière vidéo qu'il a faite Vincent Gann pour valoriser comment il fait pour valoriser le Bitcoin. En tout cas, définir ses objectifs de baisse. Je trouve que c'est vraiment très intéressant. Sur l'or et l'argent, on va passer très vite aussi. Sur l'or, on a eu une petite semaine de hausse, mais on est dans une consolidation. Donc suite à cette accélération haussière, cette correction, cette digestion, on va dire un peu de la hausse, moi mon scénario n'a pas changé depuis la semaine dernière. Je cherche des achats vers la zone des 4000, 4100 en premier lieu, et puis en espérant une baisse vers 3700, 3600. Mais mon premier point d'achat pour rentrer à moyen terme sur l'or, c'est 4000, 4100. Le silver, je suis un peu plus agressif parce que j'ai des positions de vendeuses à découvert. Donc attention avec le silver si vous voulez jouer à ça parce que c'est quand même très volatile. Cette semaine, quand on regarde dans les dos, on a l'impression qu'il se passe pas grand chose. Mais entre l'ouverture et le plus haut, on va quand même chercher plus 9, presque 10%. Entre l'ouverture et le plus bas, on va chercher moins 5%. Donc voilà, on est dans un range de 15%. Donc si vous vous amusez à spéculer sur l'argent, il faut quand même faire très très attention aux tailles de position parce que la volatilité est vraiment très importante.
Donc moi, j'essaie de tenir des positions de vente à découvert euh, pour pouvoir financer mes futurs achats que je vous avais présentés, donc entre 45 et 55. Et évidemment, ça donne un potentiel de baisse compris entre 30 et 40%. Donc, si j'arrive à tenir ces positions, parce que je ne me fais pas sortir, c'est bien, parce que j'aurai beaucoup de positions gratuites ici. Mais voilà, c'est un petit peu dangereux. Il faut faire ça si on est déjà un peu expérimenté et on n'a pas peur de la volatilité. Et surtout qu'on maîtrise bien la taille de ces positions. Donc voilà pour l'or et l'argent, rien de changé. J'attends des baisses et je trade un peu la baisse sur l'argent pour pouvoir accumuler dans une optique de exactement comme sur les cryptos, d'accumulation sur voilà sur un horizon de temps 1 à 3 ans ensuite avec des objectifs assez importants à la hausse. Alors de temps en temps, j'aime bien remettre les choses en perspective dans le temps long. Et là, on va parler du temps très long. On va parler du S&P depuis 1871, donc depuis 151 ans, depuis qu'on a des données sur cet indice. Alors, je connais les critiques concernant le fait que l'indice, il y a 30 ans, il y a 50 ans, 100 ans, 150 ans, n'était pas du tout le même qu'aujourd'hui. C'est vrai. Pour autant, est-ce que cela enlève le sens à regarder l'indice dans le temps long? À mon avis, pas du tout. Pourquoi? Parce que en fait, l'indice est revu 4 fois par an, donc tous les trimestres. Et que effectivement on a quelques valeurs qui sortent, quelques valeurs qui rentrent, donc en moyenne 4 ou 5 par trimestre sur 500, donc grosso modo 1%, avec des variations dans le temps. Avant il y avait moins de sorties, maintenant il y en a plus, mais parce que aussi il y a plus d'entreprises tout simplement. Et en fait l'indice représente tout simplement l'économie, l'état de santé de l'économie américaine, avec évidemment les chemins de fer, ils étaient prédominants en 1971. Les entreprises d'électricité qui commençaient aussi, etc., le pétrole. Mais pour autant, enfin, aujourd'hui, c'est des sociétés technologiques, bon, mais c'est juste des sociétés qui représentent leur époque, l'économie actuelle. Donc, en fait, dire que ça n'a pas de sens de comparer l'indice dans le temps, je ne suis absolument pas d'accord avec cette hypothèse. Je pense que ça a au contraire beaucoup de sens. Comme si on disait, ça sert à rien de regarder le PIB dans la durée. Bah si, le PIB c'est la croissance, c'est un indicateur qui a des défauts, n'empêche que c'est pas la même croissance il y a 50 ans, il y a 100 ans, il y a 150 ans, mais ça reste ce qu'on appelle de la croissance. C'est pareil avec les entreprises qui sont les créateurs de valeur ajoutée et donc de croissance. Alors, qu'est-ce qu'on constate sur cette courbe? Donc, c'est en données annuelles ici et en cours de clôture, c'est-à-dire que chaque mois représente le cours de clôture de l'année. On se rend compte que le marché des actions est haussier depuis 150 ans, probablement plus, mais on n'a pas les données avant. Et c'est logique puisque l'économie ne cesse de croître et a fortiori depuis que le système capitaliste a été adopté de façon majoritaire et aujourd'hui universelle par la Corée du Nord. Donc bon, c'est le système qui veut ça. On est tourné vers le progrès, vers la croissance. Donc je porte pas de jugement moral sur les inconvénients de ça, mais en tout cas c'est un fait. Donc est-ce que ça va changer? À court terme, on n'en voit pas d'indice. Donc, on est dans un système qui produit de la croissance, voilà, qui est fait pour ça, qui produit de la richesse. Donc, les indices sont, enfin, c'est pour ça que sur 150 ans, voilà, les actions n'ont cessé de monter. Maintenant, il faut regarder un petit peu. J'ai fait des traits verticaux pour voir un petit peu les grandes périodes, parce que ce qu'on constate à première vue, c'est que cette croissance a tendance à s'accélérer. Évidemment, on est en échelle logarithmique, hein, donc on raisonne en termes de pourcentage de hausse. Si je le mets en échelle arithmétique, ça n'a plus aucun sens, puisque on a l'impression qu'il se passe absolument rien, c'est plat jusqu'en 1945, pas grand-chose jusqu'en 1974, et que finalement la vraie accélération, c'est après 2008. Bon. Or, c'est pas la réalité historique. La réalité, c'est que on a eu une croissance relativement faible entre 1871 et 1945, grosso modo. On a eu les 30 glorieuses, donc ça correspond à cette période-là. Oui, j'ai fait deux traits parce que là, donc 1871, on est dans la deuxième révolution industrielle, et 1918, on est à la fin de la Première Guerre mondiale, et l'entre-deux-guerres avec 1920-1930, ce qu'on appelle la Belle Époque, avec la crise de 29, la grande récession, la guerre, etc. Donc, de 1871 à, on va dire 1945, une croissance
on va dire relativement faible, accélération pendant les 30 glorieuses, et nouvelle accélération après le choc pétrolier de 1974. Et ici, on a 99-2000 la crise Internet et 2007-2008 la crise des subprimes. Donc cette décennie qui se traduit par une grande latéralisation, on va dire, et nouvelle accélération après 2008, bon, jusqu'à aujourd'hui. Donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que on voit bien que ce mouvement de hausse, il n'est pas du tout linéaire, que la crise de 29, ça a donné lieu à des mouvements supérieurs à 80% de baisse, et que des mouvements, alors c'est le plus gros mouvement, mais des mouvements comme ça dans l'histoire, il y en a eu pas mal. Le dernier en date, donc 2000 et 2008, avec des mouvements de baisse supérieurs à 50%. Est-ce que ça remet en cause la tendance de très très long terme? Non. Et donc, cette dernière phase, on va dire, d'accélération de la croissance après 2008, ça fait quand même 18 ans qu'elle dure. Alors on va me dire, ça a bien duré finalement. Enfin, bon, de 45 à 75, ça a duré 30 ans. De 75 à 99, 25. Là, il y a la période un peu spéciale. Et donc là, ça fait, on a dit 20 ans. Un peu moins, 18 ans. Bon. En tout cas, les grands cycles, voilà, durent, on va dire 25, 30, 35 ans. Et on est quand même potentiellement à la fin comme ça d'un grand cycle avec une possibilité de un petit peu de souffler pour reprendre tout simplement un rythme de croissance qui est compatible avec la croissance en général, parce que là, on va dire que grosso modo, la bourse reflète la croissance des bénéfices, mais il y a un moment donné où si les bénéfices, on sait que ils sont quand même très concentrés et pas forcément redistribués. Enfin, il peut y avoir, on va dire, un abus de concentration de richesse, et qu'à un moment donné, l'économie, elle a besoin aussi de consommation, et donc cette richesse soit redistribuée un peu différemment. Donc c'est peut-être ça qu'on va voir là, un essoufflement, un essoufflement. Mais le point c'est quoi? C'est que si on regarde sur du très long terme, on peut se permettre, on va dire, quelle baisse on peut se permettre sans remettre en question le mouvement séculaire de hausse. Et ben tout simplement, on voit que jusqu'à 50% de baisse, comme on a eu dans les grandes crises, enfin, ce qu'on a appelé les grandes crises précédentes, jusqu'à 50% de baisse, on est dans une correction absolument naturelle au sein d'une tendance séculaire. Si on devait casser cette dernière droite de tendance, ben, là, ça serait un peu plus embêtant parce qu'on serait dans une config où on irait probablement chercher la suivante, et avec des extensions sur les plus hauts des crises de 2000 et de 2008, avant les crises. Et donc là, on serait dans une baisse qui serait de l'ordre de plus de 80%, et donc on serait dans une configuration plutôt crise de 29. J'y crois pas, c'est pas mon scénario privilégié, parce que notamment grâce aux banques centrales, je pense qu'il y aura des possibilités de ne pas avoir de crise systémique aussi durable et aussi profonde. Bon, voilà, c'est mon opinion. Mais en tout cas, voilà un petit peu remettre les choses à leur place. Comment je vois les prochains mois et les prochaines années, c'est-à-dire que les marchés sont évidemment très haussiers, mais que je m'attends à une correction assez profonde, à minima de l'ordre de 30%, et qui peut aller jusqu'à 50, 55% en extension. Donc maintenant, si on revient à des choses beaucoup plus proches et terre à terre, qu'est-ce qu'on a fait cette semaine? Alors, on a eu une semaine quand même, c'est poussif la baisse, mais c'est quand même intéressant, puisque on a des niveaux importants ici. On va se remettre en mensuel là. On a en données de clôture mensuelle, on a ces deux niveaux là qui sont très importants, donc aux alentours de 6850, d'accord. On n'a pas encore fini le mois, donc on va voir, mais ça va être, il va bien falloir regarder ça. Si on clôture au-dessus fin février, alors on n'a toujours pas de signal baissier de moyen terme. Comme je dis moyen terme, ici c'est quelques mois, on va dire. On n'aura pas ça. Donc on peut tout à fait au mois de février aller chercher un peu plus bas. Si on réintègre, on n'aura pas encore de signal. Ça c'est pour le mensuel. Donc c'est pour ça que ces deux grosses lignes rouges et vertes sont très importantes. À plus court terme, donc en hebdomadaire, on a cassé un niveau intéressant. Alors la semaine dernière, donc juste je mets la bougie là.
La semaine dernière, on était resté au-dessus, on avait sauvé justement la petite résistance. Lundi, mardi, on est venu retester les plus hauts et mercredi enfin, on a soufflé et on a pu baisser. Que je dise pas de bêtises, c'était bien à partir de mercredi. Non, ah oui, non, lundi on a monté, mardi, mercredi, on a stabilisé et c'est jeudi qu'on a fait la grosse baisse. Donc tout ça pour dire que au niveau hebdomadaire, on a cette fois un signal intéressant, c'est que ce dernier plus bas ici, qu'on avait réussi à sauver la semaine dernière, là on l'a cassé. Il est quand même assez loin, donc tout est possible, hein, théoriquement en parlant, on pourrait tout à fait le réintégrer, mais on sent que la pression baissière est quand même assez forte et on a ce premier signal. On a un deuxième signal qui est que le plus bas précédent ici a lui aussi, il a servi de support, il a servi de support dans le trading quand on regarde en journalier, mais il n'a pas, moi je me trouve, mais il était à peu près, ah non, là, en intraday il a servi de support, on l'a cassé et on est revenu le tester ici. Donc ça c'est un autre signal qui nous dit que c'est faible, mais on a réussi à sauver le dernier rempart ici aux alentours de 6800. Hein, avec une courte clôture c'est 6825, mais en vrai il y avait ici des niveaux de clôture journalière qui étaient importants et puis qui correspondaient aussi à ces mèches. Et on est bien venu le tester jeudi ou vendredi, bon, peu importe. Et voilà, on a repris un petit peu. Donc on en est là avec un scénario baissier qui se met en place mais qui n'est pas encore validé, et avec des objectifs de toute façon qui ne sont pas très éloignés, hein, donc je le répète. Bon, enfin, le premier, c'est ce niveau-là, mais moi je considère que si on parvient à casser ce plus bas à 6820, enfin, si on parvient à vraiment passer sous 6820 et à construire un mouvement, de toute façon l'objectif que je vise c'est vraiment ici là, vers 6550, 6580. Voilà. Donc ça c'est ce que je vise la semaine prochaine ou dans les 2-3 semaines à venir. Et voilà, c'est comme ça. Maintenant je vais vraiment travailler la baisse. Alors comment dire, avec prudence toujours, hein, parce qu'on voit que pour l'instant on est dans toujours un range de volatilité qui est assez important depuis 4-5 semaines. Mais là, j'ai quand même confiance avec cette bougie qu'on ne vienne pas reprendre plus haut que, allez, 6900. C'est ça, 6900. Donc bon, lundi c'est fermé, mais mardi. Donc si on doit pousser un peu à la hausse, voilà, là je crois pas qu'on ira plus haut et je pense qu'on va plutôt construire quelque chose sur ce support et qu'une fois qu'on l'aura cassé, on pourra libérer le mouvement de baisse. Mais bon, faut quand même rester prudent. Moi, j'ai évidemment, vous le savez, des positions vendeuses. Après, c'est juste une question de quantité. Faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. En parallèle de mes positions vendeuses, j'achète aussi des actions sur le long terme parce que sur certaines, il commence à y avoir des coûts d'entrée intéressants. Sur d'autres dont on va parler, je me suis fait massacrer parce que je suis rentré sur un support, mais une fois que quand le support casse, et ben le mouvement est très violent. Donc je garde parce que de toute façon je gagne plus d'argent que j'en perds quand les marchés baissent et que donc progressivement, comme je suis surpondéré, on va dire en short, en position vendeuse, plus ça baisse, plus je gagne. Et pour moi, c'est des opportunités d'achat. Voilà. Donc on va passer en vue quelques actions sur lesquelles je me suis pris des grosses claques et où il n'y a pas de point d'entrée, et sur d'autres éventuellement on va essayer de chercher il y a des points d'entrée qui pourraient être un peu plus proches. On commence avec Dassault Systèmes. Donc Dassault, ça fait partie de ces valeurs massacrées dans le domaine des logiciels à cause du risque supposé de l'IA. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup d'irrationalité en ce moment. En tout cas, les intervenants comprennent qu'il y a un vrai risque, ce qui est sûrement la vérité, mais comment dire, il n'y a pas vraiment de discernement pour l'instant. Toutes les valeurs de software, grosso modo, sont massacrées. Donc, il y aura des opportunités d'achat. Je pense que Dassault Systèmes en fait partie. Maintenant, c'est vrai que là, les news sont pas favorables cette semaine. Il y a eu des résultats avec sur les bénéfices par rapport aux attentes, on était à moins 3,38%.
Et par rapport au chiffre d'affaires, le même ordre de grandeur, 3,71%. Donc de toute façon, des chiffres plus mauvais qu'attendus, et puis des prévisions plus prudentes en termes de croissance pour 2026. Donc clairement, il y a des risques, il y a une prudence. Bon, cette semaine-là, on est en mensuel, mais cette semaine, on a perdu 20%, un peu plus de 20% entre le cours d'ouverture de clôture. Depuis le début du mois, on est à 23%. Bon. Alors là, c'est vraiment moche graphiquement. Il n'y a pas grand-chose qui peut arrêter cette baisse. Éventuellement, il y a ce niveau qu'on a touché là. On va voir. Ça pourrait faire office de support. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement le report de l'amplitude de cette grande figure de retournement, donc qui a eu lieu entre novembre 2021 et de laquelle on est sorti en juin 2025. Et ça donne un objectif graphique vers les 17,5. Et c'est ce qu'on est allé chercher là. Bon, il y a ce support. Moi, je l'achète pas en tant que tel parce que c'est trop faible, mais ça donne, c'est juste une possibilité, on verra. Mais je pense qu'il y a quand même plus de chances pour qu'on aille au niveau suivant, au minimum 15,5. Donc là, je vais pas me précipiter, je verrai si on construit quelque chose sur ce niveau pour voir si je renforce un petit peu. Et si on continue à baisser fort, là en revanche, c'est une zone entre 11,5 et 12,5 où à mon avis, faudra, enfin, en tout cas moi j'achèterai. Voilà. J'aurais perdu. Alors en violet, je vous ai mis mes prix d'entrée. Donc sur cette valeur, je suis déjà à moins 30%. Et si on va chercher mon objectif principal, je serai à peu près à 50% de baisse. Alors, c'est évidemment, comment dire, moi j'accepte ces baisses parce que vous avez compris ma stratégie. Et je veux accumuler, je veux faire du stock picking sur des valeurs auxquelles je crois en investissement. Et je suis très actif en trading, donc de toute façon, je fais de la spéculation. Et au quotidien, j'ai des couvertures, j'achète des puts en options, etc. Et pour l'instant, en fait, même s'il y a certaines valeurs qui baissent beaucoup, mes gains sur la spéculation short me fait gagner beaucoup plus que ce que je fais sur ces actions. C'est pour ça que je peux me permettre de le faire. Si vous n'avez pas une stratégie active de couverture, alors là, il faut pas. Enfin, je pense que ça convient pas de garder des actions qui baissent de 50%. Il faut les acheter sur des niveaux. Il faut mettre des stops. Bon, le problème, ici, je regarde si le gap, voilà. Le problème, c'est que là, avec les résultats, de toute façon, on avait ouvert en gap baissier de 18%, et que le stop, soit on met un stop limite pour ne pas, justement, en cas de gap, ne pas couper avec moins 20% de perte, soit on n'en met pas, on met juste un stop normal et on est coupé à l'ouverture avec moins 20%. Donc bon, sur des valeurs comme ça, c'est un peu compliqué quand il y a des gros gaps à l'ouverture. Dans tous les cas, on est perdant, je dirais. Bon, d'où l'importance d'avoir aussi une bonne diversification pour que ce genre de baisse n'impacte pas l'ensemble du portefeuille de manière trop violente. En tout cas, pour ceux qui seraient dedans à l'achat, qui seraient rentrés un peu comme moi sur ces niveaux 24-25, si jamais, alors, je sais pas, après, mais il y avait de toute façon un stop sous les 20, mais là on est loin. Donc après il y a deux options, soit on remonte et puis on coupe en se disant je limite ma perte, soit on pense que la valeur a vraiment comment dire des qualités pour le moyen terme et on accepte que ça baisse et on se renforce plus bas en fait, et on attend. Sopra, moi j'aime beaucoup les sociétés de services. C'est pareil un secteur qui est très attaqué, toujours à cause de l'intelligence artificielle. Moi je pense que les grands gagnants de l'intelligence artificielle, ça va être des entreprises qui savent qui savent déjà maîtriser l'intelligence normale entre guillemets. Et c'est ça c'est le métier un petit peu des sociétés de conseil et de services, de s'adapter au business des entreprises, de trouver des réponses adaptées à chaque cas particulier, de comprendre les processus, de comprendre les risques, les enjeux, les opportunités, etc. Donc, je pense que l'intelligence artificielle ne va pas remplacer, elle va juste donner un levier d'action pour être encore plus performant pour ces entreprises. Donc bon, il y aura des ajustements, il y aura un petit peu de besoin de moins de main d'œuvre, mais ça c'est du court terme entre guillemets, c'est conjoncturel pour quelques mois. Mais de manière structurelle, je pense que les sociétés de conseil et de services vont garder leur valeur et vont même en prendre encore plus avec l'adoption massive de l'IA dans les entreprises. Où au début on va croire que ça va tout faire bien et sans problème, etc. Ça sera pas le cas. Il y aura plein de difficultés.
Et en fait, il va falloir garder le contrôle de son IA pour que ça fonctionne bien. Et ça, c'est à mon avis les sociétés de services qui vont pouvoir accompagner les entreprises. Bon, en attendant, c'est quand même un peu attaqué. On est en mensuel, on est sur un niveau, mais ça devient un peu dangereux. On n'a pas, on va dire qu'en mensuel, on n'a pas encore confirmé. En hebdo non plus, mais on est vraiment là, on marche sur le fil. Donc autant bon, Dassault s'est fait défoncer. Sopra, quand est-ce que ce sont les résultats sont dans 11 jours. Voilà. Bon, moi je garde parce que je vous ai expliqué pourquoi, voilà, mon approche. Euh, Maintenant, bon, c'est plutôt, à mon avis, le risque est plutôt de continuation baissière, mais c'est à double tranchant parce que si finalement, comme le marché a déjà anticipé du risque, comme on se paye pas très cher sur les PI, si on est à tac tac, là on est que à 9, hein, c'est vraiment faible. Hein. Bon, donc si finalement il y a une moins mauvaise surprise que prévu, ça peut aussi rebondir fort. Donc c'est qui tout double. Voilà. Ça c'est Sopra. Alors Vision Group, une très belle entreprise française qui fait de l'étiquetage électronique dans les grands magasins. Ça avait commencé à bien décoller d'abord en 2013 et puis vraiment en 2015 et ensuite à partir de 2020. Donc une belle société de croissance française qui s'est voilà qui a perdu depuis les plus hauts de juin 2025. On est à quasiment 60, on est à 60% de baisse, ouais, quasiment. Bon, moi j'avais accumulé à la baisse, je vous en avais parlé, quand on était arrivé, je crois, sur ce support. Donc j'ai un prix moyen, c'est ma ligne ici à 139,5. On est à 119. Alors, je rachète pas, parce que j'ai déjà une belle ligne et que de toute façon, euh, voilà, même si on est quand même sur normalement une zone de support importante, on peut continuer à baisser évidemment. Euh, les résultats, là, ils sont pas ici. Non, pour les sociétés françaises, c'est pas la date. Okay. Euh, c'est quand les derniers? Septembre, février. Septembre et février, ouais. Donc je sais pas si on les a eu là. Attendez. Bon, peu importe. Bon, en tout cas, le fait est, on a déjà été bien vendu. Est-ce que ça va rebondir ou pas? Bon, voilà. Moi, j'ai accumulé, toujours pareil. Donc c'est théoriquement quand même une zone d'achat, mais attention, il n'y a aucun signal technique là. Aucun. Donc si on achète là, on achète juste un prix. Et voilà. Et si on n'a pas de couverture, bah il faut mettre un stop. Et comme il y a pas mal de volatilité, on risque de se faire stopper. Donc c'est pas évident. Si on a une vue d'investissement de long terme, on peut rentrer, prendre une demi-position ou un tiers de position sur ce niveau et accepter donc du coup de garder pour reprendre plus tard plus bas. C'est plusieurs stratégies possibles. Alors PayPal, donc ça fait pas mal de temps que j'en parle, des sociétés de moyens de paiement. Bon, j'ai continué à acheter dans cette baisse et surtout sur ce support là. J'ai encore un ordre à 31 dollars si jamais on doit continuer de se faire massacrer. Euh, je reste, moi, je pense que c'est, comme je vous ai dit, je comprends pas pourquoi c'est autant attaqué, parce que bon, il y a un changement d'habitude dans les moyens de paiement, mais je vois pas la révolution encore, je vois pas la disruption en fait. Euh, bon, je comprends pas. Euh, mais voilà, si vous avez des réponses, d'ailleurs, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires. En tout cas, moi, PayPal, je reste acheteur sur le long terme. Bon, là, je regarde pas les chiffres, mais du coup, ils sont bons, ils sont de mieux en mieux, hein, les ratios financiers. Même si on a eu, c'était pas tant le chiffre d'affaires, bon, on a baissé d'1,30 par rapport, on l'a loupé d'1,30 par rapport aux attentes. C'était sur le revenu, voilà, 4,5%. Bon, est-ce que ça vaut des baisses comme ça de 20 à 30%? Bon, le marché est excessif et c'est ce qui permet aussi d'avoir des opportunités. Maintenant, c'est le même principe. Alors, on a quand même là, on temporise un petit peu, on voit en délit. Hein, donc peut-être que ce support va tenir à 40. Peut-être qu'on n'ira pas chercher les 30. Donc pareil, même principe. Si vous n'en avez pas, il y a une zone éventuellement de premier achat ici, un tiers de la position. Et puis comme ça, on peut construire ensuite. Tranquillement, on a un bon prix d'entrée si ça remonte et on peut réaccumuler quand il y a vraiment des signaux techniques à la hausse. Bon, je vais aller un peu plus vite sur les autres parce que c'est toujours un peu pareil. Ficère, toujours les moyens de paiement, c'est pareil. On a des gros supports encore à 56 et 49. Godaddy, c'est la vieille économie Internet. On a des très gros supports vers 87 et 82. Team, alors ça c'est plus risqué parce qu'ils font pas encore de bénéfices. C'est plus un pari
un peu plus spéculatif, mais on est potentiellement sur le bas de cette hypothétique pour Canal, hein, parce que là je l'ai tracé, c'est la parallèle de celui du haut, mais c'est hypothétique, mais comme ça croise quand même ce niveau de support important vers 77, ça pourrait tenir. Total, alors Total, maintenant je vous montre un petit peu des actions parce que j'ai quand même pas perdu sur toutes mes actions, il y en a qui marchent. Donc là, ça me ressemble pas trop d'acheter quand c'est déjà haut, mais bon, Total, elle était belle et puis je voulais avoir quand même un peu de valeur pétrolière, donc j'en ai acheté à 67. Bon, ça a cassé le plus haut et ça, il y a un bon momentum sur les valeurs pétrolières. Arkema, dans la chimie, dans le secteur de la chimie, il y a eu une autre émission. Donc dans les chaînes dont je vous parle, c'est comment ça s'appelle? Bon, je sais plus. En tout cas, sur cette analyse sectorielle, il parlait justement du secteur de la chimie. Il y a d'autres chaînes qui en parlent. Voilà, c'est peut-être un secteur là qui va se reprendre. En tout cas, sur Arkema, pour l'instant, depuis le début du mois, là, on a un bon mouvement. Et voilà, ça pourrait être le début d'un mouvement haussier plus durable. Donc, à mon avis, c'est pas trop tard pour rentrer du coup sur Arkema. On peut toujours attendre des petites consos. Voyons voir en journalier. Bon, peut-être on pourrait revenir sur 59 là, faire le gap au minimum 61. Bon, mais en tout cas, il y a un signal pour jouer un mouvement un peu plus long. Kinetic, c'est aussi dans le pétrole, une action américaine, on voit que ça peut être très volatile, hein, en 2020, là, c'était compliqué. Mais pareil, sur un support, ça peut se reprendre, et puis c'est pour jouer le secteur. Comcast, on est sur un beau support. Donc ça, c'est les satellites, la diffusion de programmes par satellite, je crois. Et donc un peu la vieille économie, mais enfin, pareil, l'entreprise, les ratios économiques sont bons, et puis on est sur un support graphique. Donc là, c'est pareil, j'en avais acheté 28, du coup maintenant je suis au-dessus et j'attends. Alors Ferrari, je vous avais dit, bon, on a beaucoup baissé, on va avoir les résultats, j'en achète un peu parce que c'est vraiment une très très belle valeur. J'en ai acheté une fois, deux fois, j'ai un prix moyen à 291 et effectivement les résultats étaient très bons et on a rebondi. Moi j'ai vraiment un point d'entrée idéal, c'est-à-dire que si les marchés baissent tous, Ferrari sera pas épargné et si on va chercher 230, alors là je mettrai le paquet. Mais en attendant, c'est une action qui a rebondi, voilà. Sur les résultats, on verra si ça sera suffisant pour avoir une poussée durable. Mais en tout cas, c'est une première zone d'accumulation. Et idéalement, sur 230, ça serait super. Zebra, on est dans l'informatique. On est sur le bas d'une figure, un peu de congestion. Ça avait bien rebondi, c'est revenu. Bon, c'est un peu plus spéculatif. Teradata, pareil, on est dans les progiciels. Je sais plus exactement spécialisé dans quoi. Mais en tout cas, bon, j'ai un prix moyen 28,9. Pareil que Zebra, on a bien rebondi, on a redonné la moitié, mais quand même, on voit que c'est plutôt positif. Sodexo, enfin une valeur française qui, voilà, un petit recovery, j'en avais pas mal parlé, j'avais mis des stops, j'avais perdu. Et puis je vous ai dit, bon, maintenant j'achète et je mets plus de stop, toujours dans la même logique. Parce que comme moi j'ai beaucoup de lignes, je gère mon risque global de baisse sur des couvertures et non plus action par action. Parce que j'ai trop de lignes pour pouvoir le faire. Et du coup, là, j'avais acheté à 42,60, ça a bien monté, et là, clairement, minimum, je vise 54, et, voilà, et puis après 66, voilà. C'est des valeurs qui n'ont pas beaucoup de potentiel de croissance, mais elles sont tellement peu chères que ça peut intéresser aussi les investisseurs qui sortent de la tech et qui cherchent des choses un peu plus value. Long Weston Holding, on est sur Food Specialty, alors je sais. Ah si, c'est les pommes de terre. Les pommes de terre surgelées. Bon, pareil, hein, secteur défensif, on est sur un bon niveau de support, on est bien valorisé, donc là j'ai acheté à 43,90 et puis je dis, je suis patient là, ça peut prendre 50% sans problème. Bon duel, c'est pareil. J'étais rentré à 8,40, voilà. On n'a pas un potentiel de croissance énorme, mais on est très très peu cher. On a quand même là, c'est intéressant graphiquement. On a passé des grosses résistances obliques. On a encore ces dernières résistances horizontales qui vont être importantes aux alentours des 13-14. Et voilà, donc on va venir sûrement travailler ce niveau, peut-être congestionner un petit peu. Et là, si on casse, on aura vraiment un beau potentiel encore jusqu'à 20 ou 22. LNA Santé, donc les maisons de retraite. Celle-là, je l'aime beaucoup aussi parce que il y a un vrai marché, hein, il y a des vrais besoins. C'est une industrie qui a des marges faibles, mais c'est une entreprise familiale qui a fait énormément d'investissements ces dernières années. Donc il y a des belles résidences un peu toutes neuves et voilà, quand on regarde les sites internet, ça dit que ça a l'air quand même pas mal. Donc il n'y a pas de raison qu'ils n'arrivent pas à remplir leur maison de retraite et que s'ils sont bien gérés, il n'y a pas de raison que ça soit mieux valorisé. En tout cas, on est sur des beaux niveaux graphiques
Et donc, moi, j'ai un prix moyen pour l'instant à 23,1. Alors, il faudra être un peu patient, mais il y a un beau potentiel aussi. Rémi Cointreau, j'étais rentré plusieurs fois, je m'étais fait sortir, etc. Donc maintenant, je suis re-rentré, pareil, je ne sortirai pas. J'ai un prix moyen à 40,6. C'est pas exclu, parce que bon, là, avec les droits de douane, la Chine, les États-Unis, bon, on peut toujours aller plus bas, vers 28-31, mais il y a un moment donné où je crois que l'entreprise ne vaut même pas la valeur de ses stocks à long terme, donc bon, je me dis que c'est pas trop risqué quand même, et puis que ça va se tasser. En tout cas, ça va un peu mieux, mais bon, le temps qu'on est sous 55, ça va rester. On peut avoir des mouvements des latéralisations, et puis quand on cassera vraiment 55, on pourra aller chercher 95. Pernod Ricard, un peu le même principe, belle valeur en plus qui fait du dividende. Si on regarde, bon, je vais pas le faire maintenant, mais vous savez qu'on peut aussi regarder le prix des actions et les dividendes réinvestis pour voir le vrai pourcentage de hausse dans le temps. Voilà, bon, ça va peut-être faire un petit V cette fois. On peut déjà aller chercher au moins 100 et puis 112, et puis après on verra. Enfin non, Elena, je voulais en ai déjà parlé. Donc voilà, je vais m'arrêter là, c'était déjà un peu long. En tout cas, il va y avoir beaucoup d'opportunités sur le marché, vu qu'il y a pas mal de volatilité. Amazon, moi je surveille de près, je voudrais rentrer plus bas, mais je rentrerai assez massivement sur Amazon si on va plus bas. Oracle, j'ai commencé un petit peu, mais je pense qu'on peut aller plus bas sur toutes les valeurs techno. Donc je commence à rentrer, mais à mon avis, on n'est pas encore sur des points d'achat idéaux. Quand ça sera le cas, je vous en parlerai plus précisément. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à me faire part de tous vos commentaires. Je vous dis à bientôt.